ce cycle de webinaire va tâcher de répondre à la question suivante. Dans un contexte général de promotion d'une nouvelle bioéconomie forestière, quelle réponse des acteurs et actrices de la forêt face à la polycrise subie par le secteur forêt-bois? Donc précisons d'ores et déjà que cette notion de polycrise, qui est un concept de plus en plus mobilisé dans la littérature, est une hypothèse que nous formulons ici et à laquelle nous tâcherons de répondre au cours de ce cycle. Mais au-delà des ruptures et incertitudes fortes qui nous amènent à la mobiliser, on a également à l'origine de ce cycle de webinaire deux grands constats essentiels qui nous semble important de mentionner avant de lancer la discussion. Le premier, c'est que cette gestion de la polycrise par les différents acteurs du secteur forêt-bois et tous les différents imaginaires qu'elle peut charrier provoquent des tensions au sein du monde forestier, liées au fait que la forêt est au cœur de nombreux enjeux, qu'il s'agisse des questions de climat, de biodiversité, de bioéconomie ou de société. C'est cette complexité en fait, des enjeux à résoudre que ces webinaires vont tenter en partie, bien sûr, d'éclairer. Le second constat, c'est que cette nouvelle situation riche en incertitudes, elle interroge la relation entre le monde scientifique et le monde de l'action, dans lequel nous incluons gestionnaires, acteurs de la filière, propriétaires forestiers ou encore institutions publiques. Donc c'est pourquoi on a souhaité mettre en discussion ces deux catégories d'acteurs dans des webinaires que l'on peut qualifier de webinaires impliqués. Donc visera à prendre du recul historique par rapport à la perception et la gestion d'une telle polycrise, avec un regard attentif qui sera porté au renouvellement forestier sur la période contemporaine. Et le troisième, lui, le 12 mars, s'intéressera plutôt à la façon dont les acteurs de la filière bois gèrent cette situation riche d'incertitudes. Voilà, donc après ces trois premiers webinaires impliqués, nous aurons ensuite en avril un quatrième webinaire en anglais, au cours duquel nous traiterons plutôt du rôle des politiques publiques face à de tels enjeux, y compris à l'échelle européenne. Et enfin, un dernier webinaire mi-mai visera à proposer une discussion depuis le point de vue de la recherche autour des enjeux forts qui auront traversé les différentes interventions. Il s'agira de répondre aux hypothèses qui auront pu être formulées, de poser des questions qui paraissent pertinentes pour la recherche scientifique sur les forêts. Voilà. Et pour finir, un petit mot sur les organisateurs de ce webinaire. Donc, je m'appelle moi-même Paul Bresto, je travaille pour le compte du JPECOFOR, qui est une structure à l'interface entre les politiques publiques menées sur la forêt et les acteurs de la recherche scientifique. Donc, pour ECOFOR, avec Charlotte Michel ici présente, je travaille à l'animation scientifique du projet Forest Hub, qui est lui-même partie d'un plus vaste programme dénommé Forest, et qui finance la recherche fondamentale française sur les forêts sur la période 2024-2030, et qui pour cela embarque de nombreux chercheurs et chercheuses. Voilà, je vous renvoie au site web de Forest, avec 2T, pour plus d'informations. Et donc je laisse maintenant Adrien de Biomasse SHS présenter le collectif. Merci beaucoup, Paul. Oui, donc très rapidement, Biomasse SHS, c'est un groupe de travail qui a été créé en 2022 dans le but de réunir une communauté de chercheurs et de chercheuses interdisciplinaires travaillant sur les enjeux liés à la biomasse, à ses usages et à sa présentation. Donc le collectif comprend 4 doctorants et un post-doctorant. Et notre ambition, rapidement, c'est d'organiser et d'animer un espace de discussion et de socialisation conviviale, si possible, autour d'interrogations communes sur ce sujet de la biomasse. Donc on organise depuis le début de l'année 2024 des webinaires relatifs à la thématique de la biomasse. Peut-être que certains parmi vous y ont assisté. Et ce, au prisme d'approche critique en sciences humaines et sociales. Donc différentes disciplines sont représentées. Et on s'intéresse en particulier à la biomasse forestière, notamment dans la mesure où les espaces sylvicoles sont à la fois très exposés au changement climatique, tout en étant présentés comme une solution par la mobilisation croissante de biomasse forestière à des fins notamment de décarbonation. Et donc dialoguer avec des professionnels, c'est pour nous un moyen de mettre en perspective un peu les travaux présentés dans ces webinaires que l'on organise avec les pratiques des professionnels en vue d'un enrichissement mutuel. Voilà pour quelques mots, notre collectif et la raison pour laquelle on a participé avec Paul et Charlotte à l'organisation de ces webinaires. Merci Adrien. Et donc aujourd'hui, autour de la thématique donc gérer les dépérissements à l'amont forestier, enjeux autour du métier de forestier et des débouchés, nous invitons donc Anthony Offray, qui est directeur de l'agence ONF 1 Loire-Rhône, Philippe Bonjour. Canal, qui est aménagiste à l'ONF en Bourgogne et représentant du personnel à l'ONF, donc au SNUPFEN, et Charlotte Glinel, qui est chercheuse en sociologie rattachée au LICIS à l'INRAE. Et je vous laisse donc la main pour la discussion.
Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup pour l'organisation de cette série de webinaires. Donc on commence aujourd'hui avec un sujet dont les forestières entendent beaucoup parler, qui est la question des dépérissements. Euh, donc juste pour faire un petit point général, comment on peut définir les dépérissements? Bah, c'est un phénomène massif qui existait déjà, mais qui s'est intensifié avec le réchauffement climatique, qui consiste principalement en la dégradation de l'état des arbres, qui se manifeste donc par leur aspect et qui peut résulter par la mort de ces arbres. Et ce que mettent beaucoup en avant les experts de la santé des forêts, c'est l'importance de l'interaction entre plusieurs facteurs. Qui sont la sécheresse, la hausse des températures, mais aussi les conditions d'exploitation, les, Ouais, bah peut-être qu'il y aura un truc après, non? il y a conditions d'exploitation, mais aussi tout ce qui est cortège parasitaire, etc. Et donc, enfin, c'est un phénomène massif qui est beaucoup documenté par les acteurs institutionnels. L'IGN considère que le taux de mortalité des arbres aurait doublé en 10 ans. Parmi les crises sanitaires dont on a beaucoup entendu parler et dont nous reparlera Anthony, on peut évoquer les 110 000 hectares d'épicéas et de sapins qui ont été ravagés par les scolytes depuis 2018 et on parlera d'autres enjeux. Et donc, les dépérissements ont toujours existé, mais aujourd'hui, les forêts sont de plus en plus victimes du réchauffement climatique qui accélère et amplifie les effets des dépérissements. Et la tension, c'est qu'en fait, les forêts sont aussi considérées comme une ressource économique. On est dans le séminaire Biomasse SFS, on parle de biomasse. C'est une ressource économique beaucoup mise en avant dans les politiques publiques, mais aussi ce sont des espaces, des écosystèmes qui, comme vous le savez, sont valorisés pour d'autres valeurs, d'autres fonctions qui sont liées à la gestion de l'eau, de la biodiversité terrestre et du carbone notamment. Et donc, aujourd'hui, pourquoi on parle de dépérissement en lien avec les questions d'exploitation du bois? C'est avant tout parce que les arbres dépérissants sont surtout gérés dans l'urgence pour limiter la perte de valeur marchande du bois due à une altération, à une transformation de leur matière. Or, cette question de l'urgence, elle rentre aussi en confrontation avec la notion de gestion forestière qui, elle, est fondée sur le temps long et le principe de la planification de la gestion et de l'aménagement des forêts. Et de plus, les forêts ne sont pas que des réserves de bois, ce qui amène à plein de questionnements pour les acteurs. Donc, parmi les quelques questions, c'est la question de dire comment travailler dans l'urgence climatique quand la foresterie se fonde donc sur des logiques de long terme. Faut-il pour autant être catastrophiste? Parce que la forêt continuera d'exister sans nous et fait preuve de tout un tas de manifestations qui nous échappent encore. Comment on arrive à discriminer les états de santé des arbres? Comment on peut concilier des techniques de transformation du bois avec l'adaptation des modes de gestion à des forêts qui changent? Enfin, comment finalement s'organisent les collectifs de travail pour répondre à ces questions. Et donc aujourd'hui, on accueille donc deux travailleurs forestiers qui sont gestionnaires. Donc ça amènera peut-être des questions ensuite dans discussion sur les autres corps de métier. Anthony Offray et Philippe Canal qui travaillent tous les deux à l'ONF, ce qui est aussi un contexte assez particulier, parce que l'ONF, pour les personnes qui ne connaissent pas, est l'établissement qui est chargé de la gestion des forêts publiques, donc environ un quart des forêts hexagonales et plus de 8 millions d'hectares dans les territoires ultramarins. Et donc, Anthony et Philippe nous parlent depuis deux contextes géographiques et climatiques un peu différents. Peut-être que, avant de poursuivre, vous pouvez vous présenter rapidement sur que signifient vos métiers. Allez, bonjour à toutes et tous. Donc, Anthony Offray, moi je suis directeur d'une agence sur 3 départements. J'ai une équipe de 88 personnes, dont 60 personnels techniques sur le terrain. Et la zone on assure la gestion des forêts publiques. Moi, c'est 90%, 95% de forêts communales. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on est des conseillers techniques. Les propriétaires, ce sont les communes et les grandes collectivités. Donc, ils se prononcent sur un document de gestion qui court sur 20 ans en général où ils ont donné leur avis sur les enjeux, des enjeux d'accueil du public, de protection des milieux ou des espèces ou des enjeux de production. Et nous, après, tous les ans, on leur propose des actes de gestion conformément à ces enjeux.
Et sur les 3 départements, j'ai 3 équipes dans la moitié est de l'Ain, dans la zone de moyenne montagne, qui font face à des dépérissements qui ont battu des records ces 2 dernières années et qui commencent depuis 2018. Donc leurs actes de gestion et de discussion avec les communes propriétaires sont complètement bouleversés. Merci beaucoup, Anthony. Philippe? Donc, moi, c'est Philippe Canal, je suis aménagiste à l'ONF, donc en charge de la planification, dans un contexte différent que celui qui vient d'être cité, puisque nous, on est en amont des dépérissements forestiers, globalement. Mais vu qu'on sait que le chien qui est en train de mordre les collègues nous mordra aussi, on s'y prépare, on y travaille activement. Voilà, donc une étiquette syndicale, pourquoi? Parce que j'anime au sein de mon syndicat un groupe de réflexion qui regroupe des aménagistes de toutes les latitudes, dans les DOM comme dans l'Hexagone et dans les différentes régions de France. Et à ce titre, nous portons des propositions à la direction générale sur les évolutions de l'aménagement, donc les évolutions souhaitables de la planification en contexte d'incertitude. Voilà. Merci beaucoup, Anthony et Philippe. Donc, pour poursuivre la discussion, on propose une structuration en 3 temps. En premier, on s'interrogera sur le fait de faire face à l'urgence climatique et pas seulement climatique. La deuxième axe sera sur la question de l'anticipation et de la planification du futur des écosystèmes forestiers. Et enfin, on parlera plus directement de la question de l'organisation du travail. Donc, on va commencer par les questions relatives à la gestion de l'urgence. Et pour ça, on pourra s'appuyer davantage sur l'expérience d'Anthony, de la gestion des dépérissements dans son agence et l'évolution aussi de son organisation, comme on en avait discuté. Et du coup, peut-être que pour commencer, tu pourrais nous parler de ton expérience de l'organisation des équipes avec la prise de décision, notamment de dire ben, quand on fait face à des dépérissements massifs, comment on prend la décision de nous couper ou ne pas couper. Alors, ce qui s'est passé déjà, c'est que ça a commencé à bas bruit. Donc, on ne s'est pas réveillé un matin en se disant c'est la crise. En 2010, il y a toujours eu, tu l'as dit, des dépérissements dans les forêts de montagne, des bris de neige, des tempêtes hivernales, quelques scolites sporadiques, puisque ces insectes sont présents depuis toujours dans nos massifs. Donc, 10-15% de la récolte en ce qu'on appelle en produits accidentels, c'est-à-dire des choses qui ne relèvent pas de notre planification, c'était normal. En 2018, ça a été un petit peu plus, puis en 2019 aussi. En 2020, c'était nettement plus, et puis le marché du bois était très mauvais, donc on a commencé à accumuler aussi des produits qui dépérissaient, mais qui n'étaient pas vendus, donc qui se déprécient très vite. Les sapins, les épicéas, un sapin, c'est 3 à 6 mois, si un été chaud passe par-dessus, un épicéa, c'est 6 à 9 mois, ils perdent vite beaucoup de valeur marchande, parce que leurs qualités en termes de sillage sont très dépréciées. Donc 2020, on a commencé à se dire, ça devient difficile donc, on a accru la charge de marquage en forêt, donc le temps passé par chacun à marquer en forêt. On s'est rendu compte aussi que quand on vendait une coupe, il réapparaissait des produits en train de mourir à côté ou dedans. Donc, ça a commencé à générer des transactions supplémentaires avec des scieurs qui, pour certains, commençaient aussi, comme le marché du bois était mauvais, à rechigner, à prendre des produits supplémentaires. Donc, bref, progressivement, tout s'est vraiment compliqué. Et c'est finalement le fait que le marché du bois en 2021 marque le pas qui a révélé qu'on était en difficulté sur les schémas habituels de vente avec des délais assez longs, etc. Donc à partir de 2020-2021, on s'est mis à faire des ventes mensuelles. Au début, c'était tous les 2 mois, puis progressivement tous les mois, des produits qui étaient dépérissants, qu'on avait marqués pour les vendre le plus vite possible. Donc, on a encore accéléré la cadence. Donc, ça a eu un impact forcément sur l'activité des services de soutien aussi, commercialisation. On faisait 2 à 4 ventes par an, on s'est mis à en faire 8, puis 10, puis 12. 2021, le marché du bois s'est réveillé, donc on était plutôt super content de se dire, tiens, on va pouvoir aussi montrer à nos communes propriétaires qu'on est à la hauteur du phénomène et qu'on arrive à faire face.
Bon, ça s'est pas arrangé. 2022-2023, vous connaissez l'été 2022, puisque c'est l'avènement aussi de la défense, de l'extension de la défense des forêts contre l'incendie, des niveaux records d'incendie dans les forêts de France. Ça n'a pas arrangé la santé des forêts d'altitude et la santé des forêts en général. Et donc, les niveaux de dépérissement se sont mis à augmenter. Et donc, moi, je suis arrivé en poste en 2021, donc il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre d'où on venait, où on allait. Et fin 2021, début 2022, j'ai pris la décision de déclarer l'état de crise à nos tutelles, au ministère de tutelle, et puis en interne, le fait de dire si on a des soucis, si on n'arrive pas à faire tout ce qu'on veut faire, c'est normal, c'est quelque chose qui nous dépasse et nous désorganise. Euh, voilà. Et à partir de là, on a commencé aussi le terrain, les techniciens de terrain voulaient des règles un petit peu plus claires sur mais jusqu'à quel niveau de récolte je vais, quand est-ce que je décide que je suis passé plusieurs fois dans un même endroit, récolter des bois et que je décide d'enlever les derniers, euh, quel délai on met pour la vente, comment ça va se passer. Et donc, on a mis en place un guide de gestion de la crise avec des principes qui guidait le niveau de récolte en dessous duquel on n'allait pas dans les parcelles. On avait aussi vite eu tendance à de l'acharnement thérapeutique, à se dire il y a 3 bois qui meurent, il faut que j'aille voir, que j'aille les récolter. Et tout ça a des impacts sur le milieu, sur les paysages évidemment. Donc voilà, c'est apparu comme ça. On a mis donc du temps à réaliser que c'était plus du tout les modalités classiques qu'on mettait en œuvre. Merci. Et pour revenir sur la question, tu parlais des relations avec les scieurs qui refinaient plus ou moins sur les périodes à accepter le bois. Comment ça s'est organisé dans un contexte aussi où l'ONF cherche à de plus en plus développer les contrats d'approvisionnement, etc. Comment tu as géré les relations avec les négociants, les exploitants, etc. Alors, on avait une antériorité effectivement sur les contrats d'approvisionnement, donc ils ont été hyper utiles pour écouler en urgence des produits sans avoir à renégocier les termes des quantités, des qualités. Donc, on a très très vite saturé ces contrats d'approvisionnement. Le constat, il a été fait avec nos clients en 2020 et certains clients ont accepté de mettre en place des sortes d'abonnements. Des communes garantissaient qu'elles mettaient tout leur bois chez ces clients quelles que soient quasiment les quantités, et les clients garantissaient qu'ils prendraient tous les bois venant de ces communes. On en a 5-6 assez importantes qui se sont mises en place avec 3 clients de la zone, et ça a été redoutable dans ces secteurs-là pour faire face à l'afflux non prévisible de matériaux, et ça a été très efficace aussi pour transformer très vite ces bois. Donc, on peut clairement penser que ça a aidé à optimiser un petit peu le chiffre d'affaires que les communes pouvaient récupérer. Et puis, ça a limité la perte de matières transformables et valorisables sous forme de charpente ou de palettes. Voilà. Les contrats ont continué à se développer. Le marché s'est vite redressé aussi. Donc, dans les autres modes de vente qui sont quand même 2 tiers de ce qu'on vend, hein, il y a 1 tiers de contrats d'appro, 2 tiers de vente traditionnelle de gré à gré. On a finalement chaque fois, on n'a pas retrouvé dans les années suivantes des périodes aussi atones que 2020. Donc, on va dire qu'on a eu un petit peu de chance aussi du point de vue économique. Et au niveau de l'organisation en interne, dans ton rôle aussi peut-être on va dire plus de management, sur la question de l'organisation des chantiers d'exploitation en contexte de dépérissement, il y a beaucoup de, enfin, moi, je vois au cours de mon enquête et au-delà, beaucoup de témoignages de souffrance au travail du fait de la réorganisation un peu des techniques, etc. Est-ce que tu pourrais nous parler de ces aspects-là? Ce qui est très dur, c'est que d'un seul coup, on subit les récoltes. Donc, on était habitué à planifier sur la base de documents dont Philippe pourra parler, mais qui sont un peu historiquement le socle de toute notre manière de penser, de travailler avec les collectivités, puis même d'organiser notre action. Donc, d'un seul coup, les programmes de coupe, on ne sait plus quoi proposer aux communes, et puis les coupes qu'on avait proposées, c'est pas celle-là qu'on va faire. Donc ça, c'est très très perturbant pour les anciens. Pour les nouveaux arrivants, il y en a beaucoup en ce moment à l'ONF et c'est positif. Ils ont appris des tas de choses dans leur BTS gestion forestière et paf, ils tombent dans une piscine où en fait, il s'agit juste de savoir reconnaître un arbre vert d'un arbre pas vert et plutôt, et ben voilà, le quotidien, 2 fois, 3 fois par semaine en équipe, on regarde les arbres morts plutôt que les vivants.
Et voilà, rien que de dire ça, c'est assez lugubre, mais c'est marquant pour l'ensemble des gens. Alors, il y a ce qui nous porte, c'est quand même le fait que face à une crise, on est là, on est sur le terrain, on agit, donc ça porte les gens. Il y a à cœur aussi de montrer à nos propriétaires, aux communes, qu'on est à la hauteur, mais il y a un moment, il faut accepter qu'on ne l'est plus aussi. Et c'est important que j'appelle la crise une crise, parce que finalement, ça a permis de réaliser que c'est normal qu'on réussisse pas tout ce qu'on fait, parce qu'en fait, ça nous dépasse. Et puis, il y a aussi la possibilité, même si c'est un peu triste, de se projeter dans l'après. C'est-à-dire, on récolte des choses, mais qu'est-ce qu'on fait après? Quelle forêt du futur on prépare? Quelles sont les essences qui seront adaptées ou pas? Et qu'est-ce que veulent faire nos propriétaires? Donc, je dirais qu'aujourd'hui, dans mon équipe, on est toujours dans cette situation où quand même il y a une intensité de travail. Donc, on est un petit peu encore sous adrénaline. Ce qui demanderait beaucoup de vigilance, c'est le jour, si la crise se calme, et là on a un hiver un peu rude, les scolytes vont peut-être refluer, on va peut-être avoir une année 2026 un peu moins compliquée que les précédentes. Quand on va commencer à se détendre un tout petit peu, c'est là que je pense qu'il faudra être très vigilant sur une forme de décompensation des équipes. Mmh. Comprends. Et enfin, par rapport à tu parlais d'acharnement, thérapeutique tout à l'heure et il y a cette question d'une crise qui finalement dure, donc est-ce qu'on peut toujours parler de crise d'une part? Et le fait de dire quand on avait préparé séance, tu nous expliquais que vous aviez un peu changé de on va dire de paradigme, dans le rapport à des coupes où en fait, après coup, vous êtes te dit que, en fait, peut-être que vous n'auriez pas dû les réaliser et cetera et l'importance pour toi de revenir à des garde-fous réglementaires, Oui, pour arriver à juguler cette tension entre urgence, oui. et état des forêts. Alors, effectivement, on a fait plusieurs choses. Quand en 2020 sont arrivés en même temps les premiers programmes de soutien forestier, là, les plans de relance, France Relance, il faut savoir que ce sont des dispositifs qui aident au renouvellement forestier et on n'en avait plus eu depuis très très longtemps. Donc, arrivaient en même moment que ces crises des opportunités d'avoir des financements très importants pour les communes, parce que replanter ou aider des régénérations naturelles sont des travaux coûteux. Ce sont des communes rurales qui ont souvent comme seule recette la vente des bois et pas grand-chose d'autre, et puis la fiscalité locale. Et donc, l'intensité de ce qu'elles peuvent faire est vachement corrélée à ce qu'elles vendent. Et comme ce qu'elles vendent en urgence perd 30 à 50 à 70% de sa valeur, si elles devaient compter uniquement sur leurs ressources, eh bien, cette forêt qui subit le changement climatique, mais qui est aussi une solution à l'atténuation du changement climatique, elle ne serait pas renouvelée autant qu'on le souhaite. Donc ces programmes-là sont arrivés et ont créé aussi une nouvelle urgence. C'est celle de se dire, bon, il y a des aides, elles sont temporaires, on ne savait pas si ça allait durer ou pas, il faut qu'on puisse les saisir et on a des exploitations très rapides à faire. Donc on est allé vraiment très vite au début et certainement trop vite dans des séquences de renouvellement où on coupe, immédiatement après, on travaille les sols et la végétation, on cloisonne les parcelles et immédiatement après, on plante. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que finalement, dans mes équipes, beaucoup, elles étaient très rajeunies et très peu de personnes avaient vécu la tempête de 99 où il s'était déjà dit des tas de choses très intéressantes sur comment on gère une tempête et l'après-tempête, comment on ralentit les séquences pour laisser la nature exprimer son potentiel de renouvellement et comment on observe les choses sur 5 à 10 ans au lieu d'être dans des horizons de 1 à 2 ans pour bénéficier d'un programme financier qui peut-être s'éteindra. Donc, il a fallu un moment, et ça, c'est à partir du moment où on a fait nos groupes de travail dans le cadre d'une crise, qu'on a pu se dire, mais reprenons, relisez, redécouvrez le guide Tempête de 99, vous verrez que pour un forestier, 5 ans d'observation, c'est pas du luxe. On peut aller plus vite, évidemment, mais en fait, on est dans ces temporalités-là. Et ça a aidé à faire baisser un petit peu l'injonction de devoir renouveler. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les associations des propriétaires forestiers aussi pour que les communes elles-mêmes ne mettent pas une pression délirante sur leurs techniciens
en leur disant, regardez, vous êtes négligents, ça crève de partout, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il y avait cette petite musique qui commençait à circuler, que l'ONF et les forestiers privés n'étaient pas capables, il y a encore plein d'arbres morts en forêt, ils sont capables de rien. Et c'est ultra difficile à accepter pour les équipes alors qu'elles font le maximum. Donc oui, au début, on est parti très vite, certainement trop vite. On a pu aussi, avec la direction régionale de l'agriculture et des forêts, avec la direction départementale des territoires, mettre en place un arrêté préfectoral collectif qui regroupe les forêts de la zone de crise pour écrire des règles de récolte ou de non-récolte des produits dépérissants, afin que ce soit bordé juridiquement, réglementairement, et que ce soit opposable. Et puis, dernière chose, on a aussi conduit une négociation longue mais hyper intéressante dans le cadre de la réserve naturelle de la Haute-Chaîne, où on a mis en place des principes de récolte ou de non-récolte des produits dépérissants à la mesure des enjeux de biodiversité supérieurs qu'il y a dans cette zone-là. OK. Bah, merci beaucoup. On reviendra un peu sur ces questions de relations, enfin de travail avec, d'autres, professionnels et au-delà, notamment les propriétaires. Et donc ce qui ressort, un peu de ça, entre autres, c'est le fait de la question de conserver une idée du moyen terme et du long terme, dans la gestion. Et donc, c'est bien de parler avec un aménagiste de la question de la planification dans l'incertitude. Avec la question de la nécessité de protéger donc le principe de gestion et de long terme. Et donc pour cela, les pistes qui sont souvent avancées dans le monde de la gestion forestière, c'est la question de la révision d'aménagement. Il y a aussi beaucoup de controverses techniques sur les traitements sylvicoles à apporter. Il y a d'autres enjeux sur la réduction de la définition du moyen terme sur le temps d'application de ces fameux documents d'aménagement. À l'ONF, on parle entre autres d'aménagement agile. Et enfin, il y a la question de l'importance de l'observation du terrain. Donc, on pourra s'appuyer donc, sur l'expérience plutôt de Philippe en tant qu'aménagiste. Peut-être pour commencer, par rapport à cette notion de crise qui dure dans le temps, etc., quelle est pour toi ta position sur l'idée de prolonger les aménagements, raccourcir la durée, et si tu peux revenir sur ces enjeux? Donc, le sujet de la planification, pour nous, il est encore plus essentiel et je pense que c'est quelque chose de reconnu en interne à l'ONF, hein. Justement, de par ce climat évolutif qui bouleverse tout et tous les repères et qui peut avoir rapidement faire en sorte que collectivement, on cède à la panique parce qu'il se passe des choses et c'est physique, c'est très très important. Donc le besoin de stratégie, il est encore plus important, le besoin de repères, le besoin de garde-fous pour les gestionnaires, hein. Voilà, donc là-dessus, ce qui a pu ressembler par moment à dire bon, la planification, c'est devenu mission impossible, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore plus besoin de stratégie parce que céder à la panique, on l'a vu dans certaines situations et déjà des choses qui datent d'une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, ne fait qu'aggraver la situation sanitaire. Attention, quand on parle de dépérissement, c'est important d'avoir à un moment donné une vision, une trajectoire, de dire il y a une dégradation sur les 100 plus grandes chaînées de France, hein, c'est un rapport du département santé des forêts de juillet 2025. Par contre, ça réclamerait quand même une analyse d'un certain nombre de choses, de la gestion passée ou de la non-gestion, des tassements des sols, la prise en compte des essences pour les chênes. Génétiquement, on sait assez peu de choses, hein, sessiles, pédonculés, surtout pubescents, alors qu'on a du génome de pubescents. Dès qu'on fait des analyses, on s'aperçoit qu'on en a en masse dans nos chênaies, y compris dans la moitié nord du pays. Donc les sujets d'hybridation, d'épigénétique, qui est un domaine très prometteur. Dépérissement, on a des placettes qui nous parlent d'un dépérissement, mais l'environnement immédiat de ces placettes, c'est quoi? C'est des grandes surfaces mises en régénération, avec des sols mis à nu, c'est des situations de lisière. Voilà, on a beaucoup de choses à apprendre sur les dépérissements et
ce travail-là, on manque un peu de temps, peut-être aussi de volonté de le faire, hein, alors qu'il y a clairement un sujet entre forêt dépérissante ou forêt réagissante. Voilà, dans un certain nombre de cas, on s'aperçoit qu'on a des forêts en train de réagir à un changement. Et on a vite fait de parler de forêts dépérissantes en lien, en lien avec la situation précédente qui était jugée relativement stable. Voilà, je pense que ce qu'il faut dire sur les dépérissements, c'est ça. Sur le besoin de stratégie, voilà. Après, les aménagements, historiquement, ils étaient en moyenne d'une vingtaine d'années, durée d'application. Il y a toujours eu des possibilités de descendre à 15 ou à 10, justement dans des contextes sanitaires dégradés. Ils n'ont rien de... C'est là aussi, c'est important de toujours regarder quand même derrière soi. Ça éclaire aussi d'une certaine manière l'avenir. Des dépérissements de chênes sur nos forêts ici où je travaille dans la Nièvre, en Bourgogne. On a eu des dépérissements de chênes pédonculés dans les années 30. Voilà, il se passe des choses depuis longtemps et faut quand même arriver à transmettre ce genre d'informations. Là, je vais parler sur notre collectif d'aménagistes dans le cadre syndical. Nos propositions, ça a été d'être sur une fourchette de 10 à 30 ans. Alors 10, je viens d'expliquer pourquoi. 30, pourquoi? Parce que c'est un sujet de multifonctionnalité. On a une grande partie des forêts publiques qui ne sont que très peu concernées par la production ligneuse. Pour autant, nous avons toute notre utilité pour la protection et la gestion, parce que la forêt, c'est bien d'autres services que la production ligneuse. Je ne vais pas faire toute la liste, mais entre le carbone, l'eau, la biodiversité, la protection physique, défense des forêts contre l'incendie, voilà, il y a quand même beaucoup d'autres choses. Et on pense qu'il y a un nombre important de forêts qui, dans les 30 ans à venir, les projections qu'on nous amène n'ont pas l'air quand même de remettre en cause les mélanges d'essence existantes. Et un aménagement, c'est beaucoup d'actions préconisées et d'actions autres que de la production. Donc, histoire de lisser les charges de travail, il ne serait pas aberrant pour une partie de nos forêts, à voir dans quelle mesure, mais de passer à 30 ans. Voilà pour répondre sur ce sujet-là, oui, Ok. de la durée. Merci beaucoup. Et du coup, plus largement, donc toi, tu expliquais tout à l'heure que tu te situais un petit peu en amont du coup des dépérissements massifs comme ceux auxquels Anthony a pu faire face. Pour autant, dans un contexte où tout le champ professionnel quand même se pose des questions sur les transformations à apporter, est-ce que toi, tu as des exemples de révision d'aménagement où tu aurais changé de façon de travailler par rapport à ce que tu aurais pu faire il y a 15 ou 20 ans au début de ta carrière, dans des évolutions dans euh, les principes de travail que tu te portes, et par ailleurs sur des questions de formation continue pour faire évoluer les pratiques. Là, tu parlais de votre groupe de travail. Est-ce que par ailleurs, euh, tu as plus intégré des formations du DSF, etc., un peu, pour adapter ta façon de travailler? Oui, oui, tout à fait. Moi, à titre personnel, j'arrive à aborder avec l'aval d'une direction, hein, de la direction, évidemment. On ne fait jamais rien seul, et heureusement. D'une autre manière. Je fais sur les 4 dernières années, j'ai aménagé de l'ordre de 5000 hectares de forêt domaniale, hein, donc chênaies, haute qualité, forêt de plaine, euh, sans souci sanitaire majeur. Mais l'approche maintenant qui est acceptée, c'est d'optimiser les fonctions environnementales et sociales. Euh, et ensuite, et seulement ensuite, il en découle une production ligneuse. Euh, donc, pour rendre ça un peu plus concret, par exemple, par rapport à l'eau, tout ce qui collecte l'eau, toutes nos dépressions qui collectent l'eau, donc les versants comme les fonds de dépression, c'est terminé. On ne met plus ces soldats à nu pour jouer sur le cycle de l'eau, pour limiter
l'évapotranspiration pour que l'eau qui tombe en forêt il reste le plus longtemps possible, rejoigne les nappes et le réseau qui ressort des forêts. Bon, on ne va pas tourner autour du pot. Ceci revient souvent quand même à mettre en œuvre des sylvicultures mélangées à couvert continu qui permettent de régler quand même un certain nombre de problèmes. Parce que on voit bien qu'on est dans un climat d'incertitude qui va devenir quelque part de plus en plus grande. Et la prévention, souvent dans ces cas-là, c'est quand même essayer de ne plus faire certaines choses. Il y a un grand nombre de choses qu'on a pu faire dans la gestion qui pouvaient sembler adaptées au climat précédent, et ça passe plus avec le dérèglement climatique. Certaines sylvicultures dynamiques, procéder à des grandes ouvertures, mettre des sols à nu sur de très grandes surfaces, créer des lisières internes par kilomètre, où on a des tas de problèmes sanitaires aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on arrive aujourd'hui en tant qu'aménagiste à faire passer auprès de la direction. euh, c'est un sujet de multifonctionnalité, quoi. Aujourd'hui, on arrive à faire comprendre que, et ça y est, c'est des choses qui se mettent en partie en œuvre dans le quotidien, qui revient à réduire la fonction de production. Peut-être pas sur des volumes, mais euh, c'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, sur des lisières à côté de grandes surfaces qui ont pu être ouvertes dans le passé, on a des problèmes sanitaires. Eh ben, des chênes de qualité qui sont dépérissants, ben, on ne les récolte plus. Pourquoi? Ben, parce qu'ils participent. Ils participent à un couvert. Et tout ça fait en sorte que les effets de ces ouvertures, de ces grandes ouvertures, se font sentir jusqu'à 50 mètres à l'intérieur du peuplement. Et tant qu'on maintient suffisamment d'arbres, ça s'arrête là. Ça ne va pas au-delà. Voilà, c'est un exemple. Là, sur des aménagements récents, là, sur lesquels je suis, on a fait le choix sur des jeunes futaies régulières de chênes pédonculés, de dire eh ben, on va plafonner le volume sur pied parce que ben, on est principalement sur du chêne pédonculé, sur des sables. Donc, on va passer en irrégulier, on va sur un traitement en irrégulier et on va plafonner le volume sur pied, c'est-à-dire on renonce à une production à venir pour rendre l'écosystème plus résilient. Voilà, c'est des changements radicaux, c'est des choses par expérience. Il y a 10 ans en arrière, j'aurais proposé ce genre de choses, bon, on m'aurait rigolé au nez. Alors qu'aujourd'hui, il y a quand même une écoute et même plus qu'une écoute, une validation. Après, sur les changements de méthode, oui, il y a quelque chose d'important, c'est les études qu'on fait à l'occasion des aménagements. Historiquement, on a fait des très gros audits tous les 20 ans au moment de renouveler les aménagements, des audits dendrométriques, hein, principalement. Il s'agissait de connaître des volumes, des quantités de qualité, euh, et des prévisions de récolte ultra précises. Donc, on était clairement dans l'optique production. Et là, ça y est, on est en train de s'orienter sur des suivis en continu des peuplements, plus sous un aspect sanitaire, sur l'évolution des mélanges d'essences, sur la biodiversité, essayer de suivre dans le temps toutes ces choses-là en continu pour avoir des trajectoires parce que savoir à un moment donné quel volume on a, à la limite, d'un point de vue de l'écosystème, ça n'a quasiment aucun intérêt. Par contre, avoir ces suivis-là sanitaires en continu, c'est essentiel pour justement affiner nos stratégies et c'est essentiel à la gestion. Donc, ça va être des protocoles des péris, c'est du suivi de renouvellement en futée régulière, c'est du travail sur le distinguo entre les différents chênes, sessiles, pédonculés et depuis récemment un travail sur le chêne pubescent basé sur des analyses génétiques individu par individu. Et tout ça fait l'objet maintenant dans l'aménagement d'un tableau de programmation, les placettes permanentes, j'allais oublier, fait l'objet d'un tableau de programmation hein, qui déclenchera des rappels au cours des 20 ans. Et ça, c'est de la formation.
ça éduque le regard des collègues à tous ces sujets qui étaient un peu laissés de côté. La santé des forêts, c'était remis à quelques spécialistes. Il faut que ça devienne l'affaire de tout le monde. Donc l'aménagement joue ce rôle-là. C'est aussi, ça traduit le changement de commande de l'employeur. De quelque chose qui était quand même éminemment productiviste, et c'est pas un gros mot, vers la commande, elle devient un peu différente, elle est plus sur l'écosystème. Et ça aussi, c'est quelque chose quand même qui soutient les collègues. Parce que l'isolement, quand tu es seul face à toutes ces injonctions contradictoires, face à des urgences, c'est profondément déstabilisant. Et dans le travail, on recherche tous, d'une manière ou d'une autre, une reconnaissance, au moins la reconnaissance de nos pairs. Et à partir de là, toutes ces nouvelles méthodes, c'est important d'abord pour les collègues aussi. Merci beaucoup, Philippe. Je crois que faut qu'on le retourne. Il faut, ce que tu disais fait bien la transition avec la suite des choses qu'on voulait dire, enfin, sur la question de travailleurs, notamment de la gestion. Et peut-être, donc pour finir, on va parler un peu de la réorganisation des collectifs de travail. Donc là, on a pas mal parlé, même si on pourra en dire beaucoup plus au niveau des professionnels de la gestion. Peut-être, Anthony, tu pourrais nous parler aussi des relations avec les travailleurs de l'exploitation, parce que face à tous ces changements massifs et soudains, effectivement, il y a la nécessité de planifier, mais comme l'a dit Philippe aussi, le besoin d'outiller beaucoup les travailleurs de terrain qui travaillent sur les chantiers d'exploitation. Et donc, c'est autant les gardes forestiers que les chauffeurs d'engins, les bûcherons, etc. Et qui voient aussi leur métier se transformer. Et comment est-ce que tu pourrais nous parler de l'évolution des relations de travail avec les professionnels de l'exploitation? Et ensuite, on reviendra sur les relations avec les non-professionnels. Alors, dans notre agence et dans beaucoup d'agences en France, c'est le maillon un peu compliqué, les bûcherons, les entreprises de débardage. C'est plutôt un secteur où il y a de moins en moins d'intervenants sur du bûcheronnage manuel et on trouve assez facilement des conducteurs d'engins pour des abatteuses, mais qui sont plus adaptés à des peuplements issus de plantations très réguliers sur des zones peu montagneuses ou peu accidentées. Et dans le contexte dans lequel je travaille, on est plutôt dans de la moyenne montagne, où on a aussi beaucoup de très gros bois, des peuplements hétérogènes. On fait une sylviculture à couvert continu depuis plus d'une centaine d'années dans ces zones-là. Donc là, on a trop peu d'entreprises de travaux forestiers pour faire tout ce que nous voulons réaliser. Quand je dis nous, c'est les propriétaires publics, les propriétaires privés, les scieurs qui ont acheté des coupes, les exploitants qui ont acheté des coupes. Donc le nerf de la guerre, c'est d'abord de leur apporter de la visibilité. Ça tombe bien, on avait des contrats d'approvisionnement, et ben on a fait des marchés pluriannuels avec des entreprises pour leur dire si vous travaillez avec l'ONF dans les forêts communales, on vous garantit X années de travail avec un minimum d'heures et un maximum d'heures. Il se trouve que nos scieurs achètent de plus en plus les bois sous forme de contrats d'approvisionnement, donc on leur pique un petit peu les bûcherons, mais pour les fournir. Donc ça passe, on s'en sort. On se livre quand même une concurrence qu'on ne se dit pas, mais entre forêts publiques, forêts privées, pour avoir les entreprises les meilleures, des entreprises les plus locales possibles, etc., etc. Ce qui a pas mal changé la donne aussi, c'est que ce sont des peuplements qui sont plus dangereux à exploiter aussi. Hein, des arbres morts, des arbres secs peuvent casser brutalement, ils sont beaucoup plus difficiles à abattre. Donc il y a tout un travail euh, d'amélioration des conditions de sécurité sur les chantiers et aussi de formation au niveau de l'ONF pour que l'accès de ces chantiers soit plus clairement interdit, parce qu'en même temps, les loisirs de nature se sont énormément développés et chacun entend pouvoir disposer des espaces naturels pour ses loisirs, pour s'épanouir comme il l'entend. Donc, si vous voulez, ça rajoute une potentielle crise à une autre, c'est-à-dire que personne n'a envie d'avoir un accident mortel dans son équipe sur la conscience, etc. Donc, on travaille aussi beaucoup avec les bûcherons pour que le
maximum soit fait pour qu'ils puissent travailler dans un climat serein, sans se faire soit insulter, agresser, soit en tout cas sans avoir le sentiment de jouer à la roulette russe chaque fois qu'ils font tomber un arbre. Voilà. Donc, voilà ce qui est important. En termes d'équipement, il y a eu des années plutôt d'accroissement du poids, des dimensions des matériels. Donc là, c'est pas nouveau, c'est pas lié à la crise, mais on se rend compte que, évidemment, plus la batteuse est grosse pour aller chercher 4-5 bouts de bois, plus c'est aberrant, en fait, de déplacer ces matériels pour aller je parlais d'acharnement thérapeutique, mais récolter quelques bois dispersés. Donc ça aussi, on a dû penser les choses, notre niveau de récolte, le nombre de passages qu'on fait, pour éviter de rajouter 1, 2, 3, 4 passages d'engin en 4 ans sur une parcelle. Voilà, je dirais qu'après, en termes de rendement pour eux ou de viabilité économique pour les bûcherons, on a amélioré la rémunération de ces activités-là aussi, en prenant en compte les déplacements plus nombreux des machines pour aller d'un endroit à un autre. Ce qu'on a dû réguler aussi, c'est le fait que quand vous avez des forêts dépérissantes, le technicien qui va avoir le bûcheron qui l'attend depuis des mois, il va plus jamais le lâcher en fait. Et si le dépérissement est actif, il peut rester toute l'année dans la forêt à ramasser des bouts. Donc on a mis aussi en accord avec les propriétés et les communes des principes pour dire si on vous a identifié 1000 mètres cubes, à partir de 1500 mètres cubes, le chantier est terminé et le bûcheron et le technicien changent d'endroit pour que les petits copains puissent eux aussi pouvoir exploiter leur parcelle. L'idée aussi, c'est que en termes de fatigue, en termes de pression, il faut savoir terminer un chantier. Il faut accepter de ne pas avoir pu récolter l'ensemble des arbres. Il faut accepter de perdre du temps, entre guillemets, et c'est pas un échec, comme l'expliquait Philippe, d'avoir un peuplement composé d'arbres vivants, d'arbres morts. Tout arbre a une utilité en forêt, de toute façon. Donc, il n'y a pas de. Voilà. Donc, on fait ce qu'on peut, mais à un moment, il faut savoir se dire cette opération-là, elle se termine, je passe le relais à un copain, et moi, je replanifierai les choses sans céder à l'urgence permanente. Merci beaucoup, Anthony. Je pense que c'est bien si on arrive à garder un petit temps d'échange avec la salle. Enfin, on pensait parler aussi des relations avec les non-professionnels de la forêt aussi, qui sont les propriétaires, les riverains, les militants, mais peut-être qu'on en parlera plus tard. Est-ce que les personnes ne lèvent la main ou on prend les questions par le chat? Alors oui, il y a deux questions dans le chat. Donc Christophe, Clément, si vous voulez poser votre question à l'oral, n'hésitez surtout pas à enlever à activer votre son. Et puis n'hésitez pas à lever la main pour si vous voulez poser des questions. Poser cette première question. Donc d'abord, merci beaucoup Anthony, Philippe pour ces témoignages et puis Charlotte et Paul là pour l'animation. Donc oui, moi je repartais en fait de la caractérisation là de l'IGN et DSF pour caractériser une forêt, un peuplement dépérissant. Et donc je me demandais quelle était la situation majoritaire qui était déclenchée quoi, une fois qu'on a fait ce constat. Est-ce que c'est plutôt directement des coupes rases, des coupes sanitaires sélectives, etc., quoi. Il y a tellement de possibilités de gestion. Donc pour un peu peser dans un cas de crise, Anthony, peut-être tu peux nous donner un peu la façon dont vous avez finalement géré plutôt en coupe rase ou en coupe sanitaire. Alors déjà, 2024-2025, c'est 70% de nos récoltes qui sont des produits accidentels. Donc il y a 20-30% qui sont des récoltes planifiées dans des zones où il n'y a pas forcément de dépérissement. Mais ça vous donne une idée. Avant 2018, c'était 15%. Donc vous voyez un peu ce que ça donne. Ensuite, dans ces 70%, il y a deux types de peuplements. Il y a ceux qui sont issus de plantations,
qui sont minoritaires, mais qui sont le fruit des grands programmes d'aide du Fonds forestier national. On en a un peu en forêt publique, allez, 1000 ou 2000 hectares sur les 80 000 que je gère, et on en a énormément en forêt privée. Et puis, il y a les peuplements traités en futaies irrégulières, en sylviculture à couvert continu. C'est la très, très grande majorité de la zone résineuse dont on s'occupe. Dans les deux cas, on a toujours commencé par des coupes sanitaires rapides. La bonne pratique, c'est d'essayer de juguler les foyers dès qu'ils apparaissent. C'est d'ailleurs le contenu de l'arrêté préfectoral qui est renouvelé tous les ans et qui prescrit que quand on arrive à évacuer des produits dépérissants avant l'envol des scolytes, eh bien, on a une chance de juguler l'épidémie. Et ça a réussi dans le Jura dans les années 2008, ça a marché. Sauf qu'à partir d'un certain niveau de population, on n'est plus humainement capable d'être au pied de chaque arbre chaque fois qu'un insecte pique. Donc on a vite été débordé. Et du coup, si vous voulez, ça a tout de suite été des coupes sanitaires sélectives. Et au troisième ou quatrième passage, quand les foyers s'élargissent ou de nouveaux foyers apparaissent, un cas de conscience. Dans les peuplements issus de plantations, très souvent, ça s'est fini par la coupe complète de la plantation. Un peuplement très homogène qui passe très vite de 10 à 15% d'arbres dépérissants à 40-45, et les étés très chauds de 2022, 2023, 2024, 2025 ont été redoutables pour ça. En futaie irrégulière, là, le forestier hésite beaucoup plus parce que tout ce qui reste debout contribue largement à l'équilibre de l'écosystème, à son renouvellement futur, et c'est ce qu'on appelle l'ambiance forestière. Et quand on commence, comme l'expliquait Philippe, à mettre au carré en plein soleil un peuplement qui a été géré pendant des centaines d'années différemment, on va aggraver les choses et on va se priver d'une résilience de l'écosystème importante. Donc, pour répondre à Christophe, à grosse maille, je dirais que sur les 70% de produits accidentels qu'on récolte, il va y avoir entre 10 et 20% de coupes rases qui sont plutôt le fruit de plusieurs passages qui n'ont pas réussi à temporiser quoi que ce soit, et je dirais 80% de coupes sanitaires par itération. Ok, merci. Merci Anthony. Du coup, il y avait une question ensuite de comment ça, Clément Oui, Lefaux. bonjour. Merci pour la présentation. Ouais, ma question, en fait, elle portait. Parce qu'Anthony, vous parliez d'avoir de deux itinéraires. En fait, la réaction rapide qui est on coupe et 1 ou 2 ans plus tard, on replante. Donc, du moins, on se donne les capacités de replanter. Versus être un peu plus sur du moyen long terme, sur une dizaine d'années pour renouveler la parcelle dépérissante. Est-ce qu'on a, en fait, ma question elle est double, c'est est-ce qu'on a un peu un retour sur une différence sur le bilan économique entre ces deux itinéraires? Et la question sous-jacente, c'est au niveau de l'acceptation pour dans votre cas pour les communes, comment vous arrivez à faire accepter à des communes cet itinéraire un peu plus long terme sur 10 ans de renouvellement? Étant donné bah, voilà, que quand on a un dépérissement, ça fait toujours peur. Enfin, vous l'avez expliqué, on est tenté de réagir vite. Voilà. Alors, c'est une excellente question. C'est vrai que si je commence par l'opinion de la commune, ça a quelque chose de rassurant que le forestier propose tout de suite une solution. On bouche le trou, quoi. Et puis, j'ai même des grands élus de communes assez importantes, Moyonnax, Nantua, qui demandaient à leurs techniciens, bon, vous avez planté combien d'arbres cette année? Je vais en parler au vœu. Donc, il y avait un côté presque on peut montrer que la commune, elle a agi et qu'elle n'a pas juste laissé crever sa forêt. Donc il y avait, et puis la plantation, dans bien des esprits du grand public, c'est la solution. Un forestier a toujours beaucoup de mal finalement à expliquer, alors que c'est notre pratique très 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 dominante, qu'il y a tout un potentiel de renouvellement naturel par des petits semis qui viennent des arbres autour, qui ont une génétique fabuleuse. Et ben, en fait, dès qu'on parle de la plantation, les gens oublient quasiment le reste et focalisent sur la plantation. Donc
l'esprit humain a besoin de choses. C'est comme quand on résume sauver la biodiversité en faisant des ruches et en installant des abeilles partout. Les gens se rassurent en se disant on a fait quelque chose de positif, alors que c'est loin de l'être en fait. Donc le technicien, il se retrouve avec des communes qui sont plutôt rassurées par une réaction rapide, si possible avec beaucoup d'aide, et donc finalement la coupe est faite. Pourquoi vous attendez? Il faut réaliser qu'une fois qu'une coupe est faite, effectivement, si on parle, c'est un peu choquant, mais c'est un vocable qu'on entend en forêt, la coupe se salit. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui reviennent, des ronces, des saules, des érables, des bouleaux. Donc il y a des espèces de production qui ont un potentiel futur de production, puis il y a des espèces qui vont au contraire nécessiter des travaux pour en contenir le potentiel concurrentiel. Donc, quand on attend longtemps, il va falloir passer des travaux de préparation de végétation plus coûteux que quand on passe après plantation. Par contre, quand on attend longtemps, les sols, si on ne les a pas trop abîmés, ils se restructurent. Quand un sol est très abîmé, c'est pas 5 ans, hein, c'est 150 ou 200 ans. Donc, il y a aussi toute une pensée sur l'exploitation à avoir. Et puis, on voit quand même apparaître un potentiel de régénération qui n'a rien coûté. Donc après, la question, c'est est-ce que ce potentiel-là, il sera climatiquement adapté au futur? Est-ce que, en attendant, ce que j'ai sous les yeux va m'apporter finalement des semis gratuits qu'il faudra que j'accompagne après par des travaux? Ou est-ce que dans le contexte où je suis, je n'aurai pas ce potentiel et je ne gagne pas forcément à temps? En réalité, on gagne toujours quand même à attendre au moins 2-3 ans, parce que planter sur un sol qui a été travaillé ou qui a été perturbé par une exploitation, il y a quand même un risque d'échec des plantations juste après qui est accru. On a aussi des ravageurs qui apparaissent les années suivant une plantation et qui n'apparaissent plus au bout de 3, 4, 5 ans. Donc, psychologiquement, c'est gagnant d'aller très vite. Économiquement, attendre 3 ans, ce serait un minimum que je recommande. Et la plantation, après, il faut savoir quel est l'enjeu. Est-ce que le cortège d'essence qu'on a en place, il a un potentiel d'adaptation? Auquel cas, il faut vraiment miser sur la biodiversité déjà présente. Est-ce que à cet endroit donné, on a besoin d'introduire une nouvelle espèce qui n'était pas là pour compléter la palette d'essences qui sont susceptibles de s'adapter? Ça va être quand même des choses qu'on fait de façon très minoritaire. Effectivement. Enfin, ça pose la question, comme tu disais tout à l'heure, de la mémoire des crises précédentes, enfin, la question de dire attendre plusieurs années avant de replanter, etc. On a encore quelques précieuses minutes si des personnes veulent poser des questions. Ou sinon, Philippe, si tu veux également partager un peu ton expérience, du coup, on est allé un peu rapidement sur les relations avec les non-professionnels. Anthony nous a parlé des relations avec les communes. Euh, Peut-être que tu pourrais nous parler des relations avec aussi les collectifs militants sur les questions forestières qui ne sont pas forcément en accord avec les pratiques dominantes. OK. Donc oui, l'ONF a un grand rôle de formation des élus communaux, hein, c'est une évidence. On est en contact en permanence et c'est vrai qu'on forme par nos discours la culture forestière déjà dans les conseils municipaux. Donc je pense qu'il faut assumer nos ignorances, l'incertitude sur l'avenir. Et c'est vrai que tant qu'on est dans le productivisme, eh ben, on est un peu dans euh, pas loin d'une sensation de grande difficulté, sinon d'échec, où on n'y peut pas grand-chose. Par contre, quand on revient à quelque chose de beaucoup plus multifonctionnel, comme ça existe, il y a beaucoup de forêts qui sont très peu concernées par la fonction de production, encore une fois. Dès qu'on parle carbone, eau, biodiversité et de tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour maintenir l'état boisé, renforcer l'écosystème, c'est d'un coup un discours beaucoup plus gagnant et qui correspond aux attentes de la société en plus et qui met en valeur le travail du forestier. Donc pour le bien-être aussi des collègues au travail, c'est important. Les collectifs militants, moi j'en ai une grande expérience. Ce que je peux en dire, c'est que ce soit sur le Mille Vaches, à Notre-Dame-des-Landes, dans le Morvan, il y a une soif d'apprendre de ces citoyens-là.
une soif de s'engager et ça se voit à travers des créations de groupements forestiers citoyens, d'exploitation avec des modes alternatifs, de circuits courts. Bon, des gens qui ont vraiment envie de faire des choses, hein, pas juste de s'opposer, vraiment une vraie soif d'apprendre. Et quand même, le milieu forestier est quand même très isolé comme la forêt dans notre société, où 80% des citoyens sont des urbains, un rapport qui s'est inversé en un siècle. Se trouver des alliés pour une gestion plus multifonctionnelle, pour défendre le service public forestier aussi, c'est plutôt une bonne idée et ça rejoint quand même l'esprit du code forestier, à savoir que la forêt est un bien commun et les arbres placés sous la sauvegarde de la nation. Voilà, donc ce que je pouvais dire au sujet des collectifs militants. Euh, Comme les élus communaux, c'est des gens, on a à apprendre d'eux, parce que bah, souvent, on ne sait pas trop ce que les citoyens pensent de ce qu'on fait, et ils ont à apprendre de nous et ils ont soif d'apprendre. Voilà. Merci Philippe. Est-ce que Anthony, tu veux rajouter un élément avant que je coupe? Je m'inscris pleinement dans ce qu'a dit Philippe. On parlait de polycrise tout à l'heure. Le pire serait de se rajouter une crise sociétale dans des contextes où on a déjà une crise en termes de dépérissement, une crise en termes de transformation du bois. Donc, si on communique pas, il y a plein d'incompréhensions, et la communication, c'est une façon assez unilatérale de travailler. Donc, il faut vraiment aussi aller sur le dialogue, parce qu'on n'apprendra rien des autres si on ne dialogue pas. Donc, moi, je me reconnais tout à fait dans ce que dit Philippe, et c'est vrai que ça nous prend du temps, ça nous a pris du temps d'organiser des réunions avec des Comcom qui nous accueillent pour le grand public. On a un partenariat depuis très longtemps avec France Nature Environnement euh, qui nous permet aussi de confronter nos points de vue, de déminer des situations. Le fait d'avoir une réserve naturelle sur la haute chaîne du Jura, ça nous sort aussi de notre zone de confort en termes de forestier et ça nous aide à voir d'autres façons de penser les équilibres futurs d'écosystèmes qui prennent de plein feu le changement climatique. Non, non, moi, je suis tout à fait en phase. Merci beaucoup. Donc, si on peut conclure rapidement, parce qu'on a vraiment très peu de temps, donc peut-être que beaucoup de gens seront frustrés parce qu'on n'a pas parlé de tas d'éléments. Mais il y a cette question avant tout de resituer sur le temps long, parce qu'on dit souvent ça, mais les forêts, c'est le temps long. Et aujourd'hui, en 2025, on voit ce qui s'est passé dans les 10 dernières années. Au mieux, on parle des tempêtes de 99. Et en fait, il y a besoin d'aller au-delà. Et il y a vraiment toute aussi une histoire des forestiers comme historiens qui est importante. Et la question de la mémoire des crises, elle est nécessaire. On pense souvent à 99 pour dire bah, aussi la transmission des formations et l'évolution du vécu des professionnels d'aujourd'hui, avec aussi la nécessité du coup, face à ces situations de dépérissement qui peuvent beaucoup heurter, de garder un cap quand même de long terme, ce que je ressors de vos échanges. La question aussi du coup de besoin de communication, de formation vis-à-vis entre professionnels, vis-à-vis de non-professionnels, et aussi la relation permanente avec les communautés scientifiques, qu'on parle à toutes, enfin, tous les savoirs dont on a de plus en plus besoin, enfin, comme tu parlais par exemple tout à l'heure d'épigénétique. Par ailleurs, enfin, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les dépérissements, ce ne sont pas que des phénomènes purement physiques, mais ils s'associent à d'autres phénomènes économiques, etc., aujourd'hui importants, sur la transformation des relations commerciales avec les contrats d'appro, par exemple, l'importance de la mécanisation forestière, qui n'était pas aussi forte auparavant, par exemple. Et enfin, on a beaucoup parlé de forêt publique, de fait, mais il y a quand même des éléments qui rejoignent les questions de la forêt privée par la circulation des acteurs. Enfin, vous avez parlé de tous ces collectifs militants avec lesquels travaillent, par exemple, des syndicalistes, enfin, des travailleurs syndicalistes de l'ONF, qui en fait, ces militants sont beaucoup en forêt privée. Il y a les ETF aussi qui circulent beaucoup entre tous ces mondes-là. Euh, donc, j'espère que enfin, les intéressés des questions euh, de forêt privée ne seront pas trop déçus. Et je pense que c'est un dialogue qu'il faut poursuivre. Oui, on peut conclure. Merci beaucoup Charlotte, Anthony, Philippe d'avoir été présents, d'avoir répondu présent et d'avoir été aussi passionnant dans vos échanges. On va en effet mettre fin à ce premier webinaire et se donner rendez-vous le 12 février
le mois prochain pour en effet discuter merci pour cette transition superbe, Charlotte, pour discuter en effet de cette mise en perspective historique et notamment au regard du renouvellement forestier sur la période contemporaine. Ce sera un petit peu ce focus. Voilà, on vous communiquera différents éléments de détail sur les éléments qui seront discutés et sur les invités dans les prochaines semaines. Voilà. Merci à toutes et tous d'avoir été présents et on se donne rendez-vous le 12 février. Merci et très bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonne journée.